Monsieur Dan, bonjour, bienvenue dans votre émission Qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler de Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko, 23 ans après sa mort. Qui retient, bien sûr, Ben Bryant de la lutte Mobutu. Qu'est-ce que Mobutu a fait d'essentiel dans notre pays? L'homme était vraiment un diable ou quelque part il était aussi ange. Ça, c'est la première thématique. Et la deuxième thématique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas en quelque sorte. Pourquoi? On a saisi le bien de Madame Olive Lembe pour n'avoir pas payé taxes, impôts et consorts. Douane et pareil. Il y a beaucoup de choses là. Au niveau de Matadi, port international de Matadi, je ne fais que revenir sur cette question. Pourquoi? Parce que c'est une question qui touche bien sûr à l'économie nationale. Les titres d'exonération accordés à certains individus d'une manière illégale ou retirés. Bien sûr, les titres, la démarche qui ne respecte pas la Constitution. Et au-delà de ça, Moukeba, il claque la porte et quitte la Mouka. On en parle. On en parle. Dans les coulisses, on nous parle aussi de l'élection du président de la République au suffrage indirect. Nous allons recourir, qu'est-ce que je dis? Nous allons rentrer en 1960. Nous serons comme l'Afrique du Sud, comme l'Angola. Bref, le régime va passer. On quitte du régime semi-présidentiel au régime parlementaire de 1960. Voilà. Et Kabila pourrait encore se représenter, puisque tout commence à zéro. Peut-être moi aussi je serai candidat président, mais à condition que j'ai la majorité parlementaire. Mais connaissant très bien cette boîte à résonance, ça laisse à désirer déjà. Ben Bryant, bonjour. Bonjour monsieur Stéphane. Comment? Oui, au rythme du pays, ça va. Voilà, Mobutu Sese Seko. Vous l'avez connu? Comment ne pas connaître Mobutu? Il a été notre président de la République durant 32 ans. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais j'ai connu Mobutu en tant que grand leader, en tant que leader charismatique, président de ce pays. Et au-dessus de tout, c'était le roi du Zaïre. Le roi du Zaïre. Je vais vous interrompre un peu. Vous lisez beaucoup. Je vous connais un peu. Mobutu, maîtrisez-vous son idéologie? Oui, l'idéologie de Mobutu, je ne vais pas dire que je la maîtrise parce qu'il y a peut-être des gens qui ont vécu à côté de lui qui le connaissent mieux que moi. Mais j'ai lu le professeur Mabi Moulumba, j'ai lu Vondo Etepe Mako. Vous avez compris que je n'ai pas tapé à côté, parce que je sais que les gars lisent beaucoup. Un peu seulement. J'ai lu le conseiller spécial Honoré Ngwanda, qui était ministre de la Défense, conseiller spécial, DG de l'ANR à l'époque de Mobutu. J'ai lu toutes ces personnes qui ont parlé du maréchal Mobutu. J'ai plus ou moins une idée de ce qu'était le maréchal Mobutu, de ce qu'était sa philosophie. À la base, Mobutu, c'est un nationaliste qui se voulait, qui se réclamait en tant que tel. Vous en avez la preuve, la zaïrianisation de ce qui était le Congo à l'époque. La zaïrianisation se réappropriait tout ce qui était congolais et le retour à l'authenticité, ça fait partie de choses très très importantes qui font la personnalité et l'idéologie du maréchal Mobutu. Vous n'allez pas oublier que le maréchal Mobutu, c'est quelqu'un qui mettait toute son énergie dans la réussite au fait des activités sur tout le plan. On va peut-être en parler, mais sur le plan sportif, le maréchal Mobutu a mis beaucoup de l'énergie pour l'équipe du Zaïre qui participe à la Coupe du Monde. Le maréchal Mobutu a mis beaucoup d'énergie pour organiser le combat du siècle, que vous connaissez, Ali Foreman. Et le président Mobutu voulait que la RDC, à l'époque le Zaïre, réussisse à tous les niveaux. Militairement, il a essayé de lancer une fusée à l'époque. Vous savez que le président Mobutu était sur le front militaire. Donc, on parlera peut-être de tous ces domaines-là, mais c'est quelqu'un qui voulait... Non, vas-y, vous avez déjà le temps pour ça. Donc voilà, il voulait réussir à tout prix. C'était un nationaliste dans le sang, même si il était modéré, dans le sens qu'il voulait avoir des relations bilatérales et multilatérales avec tout le pays. Le président Mobutu, c'est quelqu'un qui se faisait respecter
pas en tant que personne, mais en tant que président de la RDC, en tant que président du Zaïre, excusez-moi, je ne suis pas trop zaïrois, en tant que président du Zaïre, ou roi du Zaïre, il voulait se faire respecter et faire respecter son pays. Vous vous rappellerez de son discours aux Nations Unies, quand il intervenait sur l'entrée des deux Allemands aux Nations Unies. Le maréchal Mobutu, c'est quelqu'un qui portait la voix du Zaïre, mais aussi de l'Afrique. Donc, de ce point de vue-là, nous avons cette personnalité charismatique qui a beaucoup de potentialités, mais vous savez, ces potentialités qui ont disparu, pas disparu, mais qui ont été éclipsées au fil du temps. C'est-à-dire que dans son 32 ans de règne, comme vous savez, il y a chaque médaille à son revers, il y a eu beaucoup de points positifs, mais les quelques points négatifs qui ont accompagné le parcours du maréchal Mobutu ont un tout petit peu éclipsé. Économiquement, les Zaïre de Mobutu. Économiquement, le Zaïre de Mobutu s'est porté très bien. Le président Mobutu est celui qui a lancé le Zaïre. Le Zaïre comme monnaie. Aujourd'hui, nous avons le franc congolais, mais c'est parti du maréchal Mobutu qui lançait les Zaïre monnaie. Et le Zaïre monnaie, à l'époque, vous savez que c'était une monnaie qui était fixée au certain, la cotation au certain, comme on dit en économie. C'est-à-dire qu'on n'échangeait pas comme au jour d'aujourd'hui. Le taux de change ne se faisait pas avec comme unité de mesure le dollar, mais c'était plutôt l'inverse. On utilisait un Zaïre contre un franc, un dollar. Un Zaïre contre un franc, et ça a mis beaucoup de temps comme ça, jusqu'à ce que justement qu'il y ait un peu de la gabegie financière, parce que Mobutu, dans sa souveraineté en tant que président, il avait tout le plein pouvoir, mais autour de lui, il y avait aussi des profiteurs, des jouisseurs, il y a des gens qui venaient au fait pour s'enrichir et qui ne géraient pas très bien les choses. Et du coup, le château s'est effondré. Nous avons connu malheureusement une dépréciation et une inflation à 3 chiffres. On parle de 100 quelques % d'inflation, et c'était même pire. Les chiffres m'ont échappé, mais dans les années 1974, où, si j'ai bonne mémoire, nous avons connu un taux d'inflation jamais connu, c'est-à-dire que les propensions inflationnistes étaient tellement galopantes. Le président Mobutu ne voulait pas reconnaître la dépréciation du Zaïre monnaie vis-à-vis du dollar, parce qu'il y avait la chute justement de cours de matière. Il y avait la mégestion parce qu'après la zaïrianisation, le Congolais qui n'était pas préparé à diriger ont pris le règne ou le commande des entreprises qui étaient dirigées par de blancs, et cette mégestion, cette impréparation a fait que l'économie zaïroise s'effondre. Très bien. Je vais choisir un peu quelques secteurs là. Je prends maintenant les secteurs de la sécurité. Sous Mobutu, les Zaïre, notre cher et beau pays aujourd'hui, le Congo. Comment vous l'avez trouvé? Oui, mais vous le savez, le Congo le Zaïre de l'époque était quasi intouchable. Sous Mobutu, c'est Mobutu qui donnait de pouvoir aux autres pays, et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous savez que le président Habyarimana du Rwanda, avant de se faire abattre dans son avion, il était au Zaïre, c'était en provenance du Zaïre, et quand il rentrait, qu'il a été abattu, il venait justement demander du soutien à Mobutu. L'actuel président rwandais Kagame, qui se moque de tout un peuple avec son ambassadeur Kariga, il venait quémander le pouvoir ici auprès de Mobutu. Mobutu était celui qui donnait, était celui qui parrainait les autres. L'armée zaïroise était l'une des plus fortes en Afrique. Vous vous rappellerez de tout ce que nous avons eu comme problème avec la Libye. La Libye ne pouvait pas nous approcher, même si avec Kadhafi c'était aussi une forte armée. Mais sur le plan sécuritaire, il n'y avait pas d'incursion, il n'y avait pas de violation de territoire. Il y avait justement la protection du peuple congolais par l'armée zaïroise. L'armée zaïroise, sous Mobutu, nous n'avons pas des infiltrations, des incursions comme nous les connaissons aujourd'hui à l'est du pays. Sur le point de vue sécuritaire, Mobutu était, on les dit, il était maréchal. Et Mobutu était au front, il était devant. Lorsqu'il y avait une guerre d'agression, lorsqu'il y avait une petite sécession ou une petite rébellion, Mobutu était à l'avant-plan. Mobutu était celui qui donnait les ordres sur terrain. Et de ce point de vue-là, la sécurité se portait très bien. Les renseignements congolais, les renseignements zaïrois à l'époque étaient très bien organisés. Mobutu a mis beaucoup de l'énergie aussi dans la sécurité intérieure et extérieure du pays. Aujourd'hui, l'armée congolaise n'a presque plus d'avions.
L'armée À congolaise. l'époque la de première. Mobutu, non, on va aller de chaque époque à chaque époque. D'accord. Oui. Mobutu, vous avez énuméré beaucoup de choses. Mobutu respecté dans l'Afrique centrale. Mobutu donnait le pouvoir partout. Mobutu parrainait les uns et les autres et consorts. Mobutu faisait quand même bien. Alors, Mobutu, sur le plan social, Sur le plan social, là aussi, il faut qu'on le dise, mais il faut reconnaître que la démographie, justement, a intervenu. C'est-à-dire que aujourd'hui, à Kinshasa, pour ne prendre que l'exemple de Kinshasa, Kinshasa aujourd'hui, c'est plus de 12 millions d'habitants. ouais. Ce n'était pas le cas à l'époque de Mobutu. C'est-à-dire que les Congolais s'y sont multipliés, il y a eu beaucoup plus de gens, mais sur le plan social, prenons l'exemple de la Gécamine, c'était une vache à lait. Prenons l'exemple de la Miba. C'était une vache à lait. Les gens vivaient de la MIBA, les gens vivaient de la Gécamine, les gens vivaient de la SNCC, les gens vivaient de l'ONATRA, les gens vivaient de toutes ces entreprises étatiques qui n'existent plus aujourd'hui. Les gens vivaient de l'AC, ligne aérienne congolaise à l'époque. Les gens vivaient de la Poste. Il y a des gens qui travaillaient, il y a des gens qui avaient des subventions, il y a des gens qui avaient des rations alimentaires, il y a des gens dans ce pays qui, chaque fin du mois, ou même le mi-mois, ils vont prendre des sacs de farine, de cartons de poissons, des histoires pour faire leur provision. Sur le point de vue social, encore là, Mobutu a pu, même s'il y avait une classe de privilégiés, il ne faut pas le douter, mais Mobutu a dans l'ensemble, de manière globale, il a su mettre à l'aise le Zaïrois de l'époque. Les Zaïrois de l'époque pouvaient se permettre certaines choses. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les Zaïrois de l'époque pouvaient se permettre d'aller faire des hautes études à l'étranger, puisque bénéficiant d'une bourse. Ça, c'est aussi des choses qu'il faut mettre à l'actif de Mobutu. Il y avait des étudiants zaïrois qui quittaient ce pays pour aller étudier à l'étranger et qui revenaient avec de qualifications. Il y avait des gens qui vivaient de leur travail. Aujourd'hui, il est impossible de vivre, de joindre le deux. Non, je ne veux pas que tu commences directement à dire aujourd'hui. Parlons uniquement d'abord de Mobutu. Moi-même, je sais où je t'amène. Oui. T'en fais pas. Bon, malheureusement, c'est quand même un peu difficile pour moi de parler de Mobutu sans parler de nos jours. Mais bon, justement, je sais où je t'amène. T'en fais pas, Ben. Justement. Donc, j'étais en train de dire que Mobutu, dès son temps, il y avait des entreprises étatiques, ce qu'on appelle les entreprises parastatales. Les entreprises para-étatiques, elles existaient. Elles fonctionnaient en bonne et due forme. Il n'y avait presque pas de arriérés. Et même le journaliste de la célèbre La Voix du Zaïre, aujourd'hui la RTNC, ils vivaient de leur boulot. Et donc, sur le plan social, Mobutu pouvait aussi tenir son armée. Si vous lisez le conseil spécial Honoré Ngwanda, vous comprendrez que dans l'armée de Mobutu, tout le monde était bien traité. Du plus petit officier au plus gradé, chacun avait sa rémunération comme il fallait. Et c'est aussi ça qui faisait la force de l'armée, justement, du Zaïre. Très bien. Vous avez encore quelque chose à ajouter sur Mobutu avant de passer à un autre point? Alors, sur Mobutu, j'ai envie de saluer la personne qui était le président Mobutu. La personne, le leader qu'il était, le charisme qu'il incarnait, le respect qu'il inspirait et la crainte même qu'il transmettait. Le président Mobutu, c'était le léopard du Zaïre. Et il a fait que ce Zaïre soit respecté. Il a fait que ce pays reste, durant ces 32 ans, il a fait que ce pays reste dans son intégrité de ces frontières de 1960. Avec 32 ans au pouvoir, il n'y a pas eu d'usure de ce côté-là. C'est-à-dire qu'après 32 ans, tu peux te fatiguer du pouvoir et voir les étrangers, les voisins venir prendre quelques kilomètres de ton territoire. Le président Mobutu n'a fait aucune concession sur ce point-là. Le président Mobutu n'a pas lâché un seul kilomètre de ce pays. Le président Mobutu, c'était quelqu'un qui connaissait communiquer. Vous ne voulez pas que je parle d'aujourd'hui, mais le président Mobutu ne vous en faites pas. Le président Mobutu organisait de meetings populaires où il allait rencontrer son peuple et où il parlait à son peuple. Le président Mobutu, c'est cette personne qui a eu le malheur de finir mal. Je dis finir mal parce qu'il meurt en exil au Maroc, enterré seulement en présence de quelques personnes, mais c'est quelqu'un dont le parcours est élogieux. C'est quelqu'un dont les réalisations sont aujourd'hui encore palpables. Le président Mobutu, c'est les stades de martyrs de la Pentecôte. Le président Mobutu, c'est les stades Tata Raphaël rénovés. Le président Mobutu, c'est les palais du peuple aujourd'hui utilisés comme siège du Parlement. Le président Mobutu, c'est toutes ces choses-là. C'est les ponts maréchal. C'est toutes ces histoires-là que nous voyons aujourd'hui. Et à l'époque, ce n'était pas rien.
À l'époque, c'était des contrats qu'il signait État par État, c'est-à-dire État Des face à contrats État. publics. Voilà. Un Voilà. contrat avec l'État chinois Public. Qui nous aide à avoir aujourd'hui ces stades de martyrs solides. Le président Mobutu, c'est celui qui a fait rentrer la ville de Kinshasa dans l'histoire en organisant le combat du siècle, on en a parlé. Très bien. Mobutu, c'est cette personne-là aussi que les gens veulent ignorer aujourd'hui parce que il y a eu de points négatifs. Taxer des dictateurs, taxer des... On a oublié aussi un point très important sur le président Mobutu, c'est l'homme de l'intégration administrative. Les gens pouvaient quitter, un citoyen de Bandundu pouvait devenir gouverneur au Kasaï, un citoyen de Kivu pouvait devenir gouverneur au Katanga. On l'a connu avec le fait Kouagialo. Mais aujourd'hui, tout ça a été effondré. Bref, je crois que c'est aussi l'une des plus grandes réalisations du président Mobutu. L'intégration, elle a consolidé la nation. L'unité congolais, justement la consolidation de l'unité nationale. Le président Mobutu, ça il savait le faire et ça il l'a fait avec maestria. Le président Mobutu est à saluer sur ce point de vue-là, de ce côté-là des choses. Le président Mobutu justement mérite tous les honneurs. Mouzé Laurent Désiré Kabila et ses compagnons font la guerre au président Mobutu pour les chasser. Ils arrivent au pouvoir. Essayez de nous parler de Mouzé Laurent Désiré Kabila qui fait la guerre, soutenu par les Rwandais, les Ougandais, Bemba, il faut dire que Kabila, le fils, tout le monde vient, c'est l'AFDEL qui vient pour faire partir Mobutu et s'installer. Comment on peut aujourd'hui analyser ce qu'a fait Mobutu et ce qu'a fait les gens qui nous ont fait croire qu'il était le meilleur dirigeant de la République démocratique du Congo? Voilà là où je vous amène pour comparer ce qu'a fait Mobutu et aujourd'hui, puisque aujourd'hui, comparer la gestion de Mobutu à celle de Félix Tshisekedi, c'est absurde pour moi. Et voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je n'ai pas envie de corriger l'histoire, mais je crois que les hommes avertis le savent. Mouzé Laurent Désiré Kabila n'a jamais fait la guerre à Mobutu. Ok. C'est la coalition de Rwandais, des Ougandais, de Burundais. C'est cette coalition-là, soutenue par les Américains, qui ont fait la guerre à Mobutu. Ouais. Le président Clinton, ce sont eux qui ont fait la guerre à Mobutu. Ce sont eux qui voulaient à tout prix que Mobutu parte. Et ce sont eux qui ont fait la guerre à Mobutu. Mouzé Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire, n'a été qu'un pion. Utilisé. Même si c'était aussi un grand nationaliste, on va en parler, mais le président Mouzé Kabila a été utilisé simplement comme une pièce du puzzle, juste pour accomplir cette tâche. Le président Mouzé faisait justement passer son temps en Ouganda à vendre du café. Il faisait son commerce du café, jusqu'à ce qu'on se souvienne qu'il a été un moment dans la rébellion et qu'on aille le prendre d'où il était pour donner à ce monsieur des officiers rwandais, James Kabarebe, tout le monde connaît l'histoire, et de militaires sous-entraînés d'ailleurs, qui étaient eux aussi de Rwandais, auxquels on a adjoint un peu de Congolais, et on lui a dit, voilà, t'as toute une armée, tu peux maintenant faire la guerre à Mobutu, nous on te soutient, on te ravita dans les armes, on te donne la stratégie de terrain. À partir de son maquis, jusqu'à ce qu'il arrive à conquérir Kinshasa, Mouzé Laurent Désiré Kabila n'est guidé que par le Rwandais. Ok. Les accords de l'Émirat sont connus. Il n'est guidé que par le Rwandais. Et même lorsque l'armée arrive ici à Kinshasa, c'est James Kabarebe le premier à prendre contrôle de Kinshasa. Et c'est lui qui appelle Mouzé pour lui dire que la ville est sous contrôle. Et Mouzé a nommé dans ce pays un étranger comme chef d'état-major. Ici, dans la liste de chefs d'état-major de notre armée, il y a le nom de James Kabarebe nommé par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Voilà un peu l'histoire pour... Tout le monde le sait, mais j'avais envie de le redire. Donc Mouzé n'a jamais fait de guerre à Kabila. C'est le Rwandais qui a fait Mouzé n'a jamais fait de guerre à Mobutu. À Mobutu, voulais-je dire. C'est plutôt le Rwandais, les Ougandais, cette coalition-là, qui ont fait la guerre à Mobutu. Parce que pour eux, Mobutu était trop puissant. Parce que la présence de Mobutu était trop gênante.
Parce que Mobutu ne leur permettait pas, ne leur laissait pas de marge de manœuvre pour avoir ce qu'ils voulaient avoir. Notamment le minerai de l'Est du pays, un peu le territoire de Minembwe, un peu de quelques pas vers Kassika et partout ailleurs. Fort de ce stress, de ce mécontentement, ils se sont dit, il y a une opportunité. L'opportunité, c'est de faire partir Mobutu, on place notre pion et puis on gagne le pari. Économiquement, Mosé Laurent Désiré Kabila et la RDC. Bon, Mosé Laurent Désiré Kabila arrive, mais il trouve quand même le pays en train de chuter. Hein. Quand il arrive, avec toutes ces années de guerre, Mobutu est épuisé. Ouais. Mobutu est épuisé, l'économie florissante de la RDC n'est plus, le Zaïre n'est plus ce qu'il était à l'époque. Donc Mosé, il arrive, il pense qu'il va trouver des millions dans le placard. On lui a raconté que la RDC est un pays très très riche. Il pense qu'il va venir trouver des millions un peu partout. Et il arrive dans une situation plus ou moins chaotique. Parce que les caisses vidées par ce qui était là avant lui. Bien sûr. Il ne sait pas comment faire. Il commence par se débrouiller avec les services nationaux. Vous connaissez les services nationaux, les cantines populaires. Il essaie de se débrouiller comme il peut, mais il n'a vraiment jamais pu relever l'économie de ce pays. Même s'il faut saluer le fait que Mosé Laurent Désiré Kabila est mort et a laissé ce pays sans aucune dette extérieure. En dépit de la condition difficile dans laquelle il a trouvé le pays, il est parti sans laisser des dettes extérieures à ce pays. Ça, c'est aussi quelque chose. Et donc, malheureusement, il ne pouvait pas faire des miracles parce qu'il hérite d'une situation catastrophique et il y a ses alliés qui l'attendent. Le Rwandais, le Burundais, les Ougandais, ils attendent à ce qu'ils puissent être chacun rémunéré à hauteur de ce qu'il a donné comme contre, de ce qu'il a fait comme part dans la conquête du pouvoir. Un pouvoir comme celui-là, vous ne pouvez rien offrir au peuple congolais. On sait que le peuple congolais s'est contenté de très peu de choses, notamment revenir au pays, l'ancien nom qui était le Congo, aux Républiques démocratiques du Congo, notamment recouvrer l'hymne national, notamment, voilà, un peu de choses, notamment la discipline sur les artères publiques. Vous connaissez les Ntumbouyulu par exemple. Bien sûr. Vous connaissez un peu toute cette discipline-là qu'il a amenée pour changer les mentalités, mais aussi, on va hériter finalement de son patriotisme, de son nationalisme lui aussi. Parce que quand il arrive... Son nationalisme, patriotisme, vous faites la guerre à votre pays, et puis vous puisque paraît-il que dans les accords avec les Rwandais, il avait souhaité céder une partie du pays à ses collaborateurs. Implicitement, hein, ça veut dire que bon, on va leur laisser quand même exploiter quelques trucs. Hein, ces accords de l'Émirat, les gens en parlent, mais ça existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Implicitement, oui, il fait certaines concessions. Pour lui, il s'est dit, lorsque j'arrive au pouvoir, je veux rompre tout ça. Ouais, alors, comme je l'ai dit souvent, en politique, les accords, ça tue. Donc, il arrive avec des accords dans la poche, mais quand il arrive sur Kinshasa, il dit, ces gens-là, l'AFDL, c'est un conglomérat des aventuriers. Il faut qu'ils rentrent. Alors, ces aventuriers ont été jusqu'au récemment vos partenaires. Ils veulent faire rentrer sans rétribution aucune, sans remplir sa part du contrat. C'est justement là qu'il sait justement que ça peut lui coûter cher. Mais il fait valoir son nationalisme avant tout. Il dit, ce pays n'est pas le vôtre. Rentrez chez vous. Et donc voilà maintenant ce qui va conduire au fait que tous ses amis, tous ses partenaires, tous ses alliés vont vouloir les liquider parce qu'il n'a pas respecté sa part du contrat. Mais au moins, il aurait pris le risque de faire valoir ce nationalisme que de dire le pays ne vous appartient pas, rentrez chez vous, laissez les Congolais gérer leurs affaires, Congolais, prenez-vous en charge. Joseph Kabila, les 18 ans. Oui, vous savez... Avec Mobutu, prenons avec Mobutu. Pour le comparer avec Mobutu, là encore c'est autre chose. Parce que Mobutu a fait 32 ans, vous avez épinglé beaucoup de choses oui. Et sur plusieurs plans, la RDC a été respectée. Nous étions vraiment un pays fort. Et les 18 ans de Joseph Kabila, on peut dire que nous étions forts. Et sur quel plan alors? Les 18 ans de Joseph Kabila sont à répartir en 3 phases justement. La première. J'ai envie de parler de la phase qui va de 2001 à 2006. C'est la phase où il hérite du pouvoir après l'assassinat de Mosé et que lui, il a été désigné par la force des choses président de la République. Et cette phase-là du pouvoir de Joseph Kabila de 2001 à 2006, j'ai envie de dire,
par honnêteté pour moi-même et envers moi-même, j'ai envie de dire que de cette année-là, de 2000 à 2006, ce n'est pas Joseph Kabila qui dirigeait la RDC. Et c'était qui? Ah oui, c'était l'Union européenne, c'était les États-Unis qui téléguidaient tout. Ok. Oui, vous connaissez la proximité entre Joseph Kabila et Louis Michel, par exemple. Vous connaissez la proximité entre l'administration américaine de l'époque et Joseph Kabila, par exemple. Ce sont eux qui l'amènent à Sun City, le dialogue entre Congolais. Ce sont eux qui font l'acte de Sun City, dans lequel on écrit implicitement. Cet acte de Sun City fait office de constitution à l'époque. Ouais. Et dans cet acte de Sun City, il est écrit que le général-major Joseph Kabila, pour une fois, on a mis le nom d'une personne dans un acte constitutif. On dit le général-major Joseph Kabila reste président de la République, mais il sera assisté par 4 autres vice-présidents. Et là, on ne cite pas les noms. Là, on fixe maintenant voilà, on fait une sorte de portrait robot. De cette période-là, Kabila, avec le soutien de l'Union européenne et des Américains, Kabila essaye d'unifier le pays. C'est-à-dire que le rébellion qui divisait le pays essaie de se mettre ensemble. Le MLC. Est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui a unifié ou c'est toujours la même puissance, les mêmes forces qui ont divisé, qui ont unis encore? C'est ce que je suis en train de dire, et au début je vous disais que je considère que cette période-là c'est pas Joseph Kabila qui dirigeait. C'est comme ça que moi je vois les choses. Et donc on parle de Joseph Kabila parce que ça fait partie de son mandat justement, ça fait partie de ses 18 ans. Et donc cette période-là, l'Union européenne, les États-Unis, ils essayent maintenant d'unifier les choses et d'unifier le pays. Le MLC, le RCD, on essaie de se mettre ensemble, on essaie de récoller le morceau. On se bat pour créer une armée républicaine avec le soutien toujours de cette Union européenne, de cette communauté internationale. La preuve, c'est que c'est la communauté internationale qui va financer à plus de 90% l'élection de 2006, la première élection démocratique, inclusive et tout ça. L'Union européenne prend en charge la majeure partie de cette élection, après laquelle ou au cours de laquelle à l'issue de laquelle élection, on va promouvoir Joseph Kabila président. Pour un mandat qui commence élu ou promouvoir? Donc je dis que le processus électoral Bien sûr. va promouvoir Joseph Kabila président en 2006. Et là commence un nouveau mandat. Et là, finalement, une nouvelle constitution qui est encore un fruit justement du labeur de tout ce qu'on faisait à Sun City. La constitution qui sera promulguée un certain 12 juin, que je ne me trompe, 12 juin 2006. Et on commence finalement un autre, je vais dire le deuxième cycle de son 18 ans de pouvoir. Le premier, c'est de 2001 à 2006. De 2006, j'ai envie de dire de 2006 à très récemment. Non, de 2006 à 2011 pour le deuxième cycle, et puis de 2011 à jusque récemment. Donc après 2006, on a une nouvelle constitution, mais finalement, le jeune Kabila commence à avoir des envies. Il commence à se déplumer, à se débarrasser un peu, à se libérer de ses partenaires qui commencent à lui en demander beaucoup. Et lui, il s'est dit qu'il a l'occasion ici de construire son empire politique, son empire financier, et puis tout ça. En 2011, il a perdu quelques partenaires. Et il va se retourner vers la Chine et un peu vers la Russie aussi. Économiquement, ça ne vient toujours pas parce que vous savez, les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI, avec lequel on est souvent en programme, qui nous font des aides par-ci, par-là, l'Union européenne, tout ça, il n'y a plus beaucoup d'aides de ce côté-là. Les choses sont encore un peu difficiles, mais Joseph Kabila se débrouille plutôt pas mal parce qu'avec les soutiens de la Chine, il arrive à organiser un tout petit peu l'armée, avec des petites formations par-ci, par-là, quelques officiers qu'il essaie de tirer de gauche à droite, à l'étranger qui viennent. L'armée est un tout petit peu structurée. Et voilà, mais économiquement, c'est pas encore florissant. Économiquement, tout est en burn. La RDC continue à produire des minéraux, mais qui sont vendus de manière opaque. Et c'est là que les Américains vont trouver que ça ne va pas. Tous les minéraux sont envoyés en Chine, là où les Chinois ont pris les 60%. Et que Kabila lui-même a pris les 30%, et que le reste finalement, voilà. Dont la RDC, 10% seulement.
Dommage. Vous avez compris. Ben Bryant qui a essayé d'analyser aussi à sa façon les événements en République démocratique du Congo. Alors, la deuxième thématique, c'est élection. Les camps Kabila avaient à tout prix qu'on organise les élections. Et le président de la République sera élu par les députés nationaux. Pourquoi tout ça? C'est une cartouche qu'on lui réserve du fait qu'avec la justice, avec l'IGF, on a essayé d'arrêter, on a fait de bloquer ça et là, et gauche à droite. Les exonérations, ces titres-là, bien sûr, les affaires de Mme Olive Lembe, avec Égal, au niveau de Matadi. Comment vous avez analysé ces dossiers? Ça chauffe un peu en RDC ces derniers temps. Oui, il vous souviendra que depuis que le président Tshisekedi est arrivé aux affaires, il fait l'effort par le conseil de ministres tenu chaque semaine, chaque vendredi de la semaine, il fait l'effort de suivre de près les dossiers, les dossiers chauds de la République. Et après l'IGF, il a fait une nouvelle mise en place à l'inspection générale de finances, qui est le bras séculier du président pour contrôler justement le registre financier. L'IGF a fait un rapport accablant. Le rapport a révélé qu'il y a un très très grand nombre d'exonérations illégales, je vais dire, en République démocratique du Congo. Et que beaucoup de sociétés ont été exonérées de manière tout à fait illégale. Le président Tshisekedi a demandé au ministère de Finances, M. Alagouli, de stopper sans délai toutes ces exonérations. Le ministre Alagouli s'en est défendu pour dire que le problème des exonérations à RDC, c'est qu'il y a une dizaine de lois qui protègent ou qui fixent ces exonérations-là. Et selon le ministre, le premier secteur où il y a le plus d'exonérations, c'est le secteur de l'agriculture. Et le deuxième secteur, c'est la défense. Maintenant, ces exonérations concernent de plus en plus un camp. Elles concernent de plus en plus une personne. En l'occurrence, l'ancien président de la République et tous ses avoirs, dont la société Égal. Cette société doit environ... il y a une révélation, c'est que Égal est dirigé par Albert Yuma. Albert Yuma en même temps. Qui est, PCA, Jekami, ouais. Membre au niveau du conseil d'administration de la BCC. De la Banque centrale. Président en même temps, de la FEC, Fédération des entreprises du Congo. Toujours lui-même. PCA encore à Égal. Déjà, il y a un problème de... C'est un sérieux problème en RDC. Il y a un véritable problème de conflit d'intérêts. Une affaire de 800 millions que Mme Olive Lembe doit payer à l'État congolais. À l'État congolais. 800 millions de dollars américains. Et ça fait 3 semaines d'exportation. C'est-à-dire chaque jour, tout ce que la RDC peut exporter pendant 3 semaines, donc, tout ça est détenu par une seule personne. Une seule personne. 800 millions. Donc, maintenant, et en termes d'échange, monnaie, dollars, en termes de réserve, comment vous appelez ça, réserve au niveau de la Banque centrale? Réserve obligatoire. Réserve stratégique obligatoire des consorts. Et Mme Auré Déteni a fait des 30%. Oui, justement. On connaît l'histoire avec le nom de Mme Sifa qui siégeait au conseil. Il y a beaucoup de choses. Hein. Non, c'est à boire et à manger avec le régime Kabila. Mais ce régime a détruit lamentablement le pays. Pour en arriver finalement à cette histoire des exonérations, le président Tshisekedi a finalement demandé qu'on puisse retirer toutes ces exonérations, qu'on puisse mettre fin à tout cela, mais qu'à côté, que ces entreprises qui doivent... il n'y a pas que l'entreprise Égal, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, Égal bien sûr. a été cité à titre d'illustration, que toutes ces entreprises qui doivent des choses à l'État congolais, qu'elles puissent payer leur dû ou les arriérés. Et dans cette optique, depuis quelques semaines maintenant, disons depuis quelques jours maintenant, les marchandises de la société Égal sont scellées au niveau du Congo central. Bien sûr. Ces histoires sont scellées parce qu'il faut qu'ils payent avant de reprendre les activités. C'est une histoire économique, mais aussi politique. La société Égal est aujourd'hui la première en RDC en termes d'import-export, surtout en termes d'importation. C'est cette société qui importe tout
tout ce que nous mangeons ou tout ce que nous consommons. Thomson, Farine, l'osso, ouais. Poulet. Ouais. Et chose grave, j'ai des révélations des agents qui travaillent à l'OCC au niveau de Matadi. Les gens qui m'appellent. Mon frère, du fait que ce sont des importations des hautes mers, ça devrait payer 4%. Mais, semble-t-il que madame paye 2%. Là, c'est une révélation très grave. Et on sait que au niveau du Congo central, il y a beaucoup de ports privés. Beaucoup de ports privés. Aussi à la famille de l'ancien président Kabila. Et sans vous couper la parole, passe par ce port privé. Non, pas beaucoup de choses. Toutes les choses passent par là. Le port international de Matadi est mis de côté. Et le président Tshisekedi, ce port ne travaille plus. Ouais. Et ce sont les agents de l'État qui nous appellent, EDEM TV, Médias du Changement, qui nous appellent pour nous dire, cherchez à dénoncer ça. Ou si vous avez des doutes, venez ici. Nous allons nous cotiser pour vous prendre en charge. Vous verrez ça avec vos caméras. Je me dis, Seigneur Jésus-Christ, mon Gouang, alors, je n'ai pas compris. Et lorsque le président a pris la décision de fermer tous les ports illégaux, c'était magnifique. Oui, mais cette décision a été, comme vous l'avez dit, la décision du président Tshisekedi, que ce soit celle de mettre fin à ces exonérations, tout comme celle de fermer les ports irréguliers et illégaux. Cette décision a produit des répercussions politiques. C'est pour ça que notre pays, ou le loi de notre pays, demande à ce que certaines personnalités ne soient pas impliquées dans des affaires commerciales à ce point-là. Ouais. Parce qu'il y a un sérieux conflit d'intérêts. Ces questions qui sont d'ordre économique sont devenues finalement des questions politiques. Kabila et sa bande, je dis ça comme ça, auraient voulu qu'on ne touche pas à leurs avoirs, qu'on ne touche pas à leurs affaires, pendant que le peuple congolais en souffre. Vous vous rendez compte? On est tout sourire quand on voit Madame Olive Lembe, par exemple, venir avec quelques cartons de sardines ou même de madela à donner. Alors que c'est de l'argent qu'elle gagne illégalement avec toutes ces importations, elle ne veut pas payer des impôts, elle viole autant de lois, elle a des exonérations dans tout ce qu'elle fabrique là, et puis elle vient rendre ça au peuple congolais sous forme de la charité. C'est vraiment ridicule, ce n'est pas de la charité. Et c'est vraiment écœurant. Donc maintenant, aujourd'hui, Kabila, vous avez peut-être la même information que moi, Joseph Kabila qui a demandé à ce que on puisse trouver une stratégie, un mécanisme par lequel on peut remettre l'élection présidentielle au suffrage indirect. Vous l'avez dit, la conséquence sur le plan de la forme républicaine, c'est que on va passer finalement d'un régime semi-parlementaire présidentiel à un régime parlementaire où le président serait voté par les parlementaires qui sont les députés et que c'est lui qui a la majorité au niveau du Parlement, il passe automatiquement à la présidence de la République. Donc il veut revenir au pouvoir autrement. J'ai envie de dire sans beaucoup d'analyse que cette manœuvre ne passera pas. Que Kabila se tranquillise, que Corneille Nangaa se tranquillise. Nangaa a été même convoqué à GLM. Tout ça n'arrivera pas. Nangaa, puisque aujourd'hui semble-t-il que Nangaa est devenu conseiller spécial en matière électorale de Joseph Kabila. J'en ris un peu quand je le vois démentir sur son Twitter, ça m'énerve. Et il compte beaucoup plus, raison pour laquelle il veut à tout prix que les fameux Ronsard Malonda passe pour que ces derniers donnent à Kabila la majorité encore parlementaire en 2023. Et c'est tout, et voilà, l'homme revient au pouvoir. Aujourd'hui, il faut quand même dire aux gens que le peuple congolais n'est pas dupe. Alors, il faut dire aux gens que le peuple congolais n'est pas dupe. Si Kabila, alors qu'il avait tout le pouvoir, c'est-à-dire qu'il avait l'armée, qu'il avait la police, qu'il avait le il n'a pas pu faire ça. S'il n'a pas pu se maintenir au pouvoir, c'est pas aujourd'hui qu'il va le faire. Le peuple congolais n'est pas dupe. Et n'en déplaise à ce qu'ils veulent se faire un peu plaisir, ce qu'ils veulent un peu se sentir important et utile,
à passer de petits spots dans des réseaux sociaux pour dire 2023, le peuple congolais va patati patata. Ce sont des rêveries, ce sont des utopies. Continuez si ça vous fait plaisir, mais sachez que le peuple congolais n'acceptera pas une autre forfaiture. Il y a beaucoup de Congolais intelligents ici. Si le parti de Kabila veut reconquérir le pouvoir, ils n'ont qu'à aligner notre candidat. On verra ce que ça va donner. Mais si vous pensez que la personne de Kabila peut redevenir président ici, j'ai envie de vous dire que c'est une aventure sans lendemain. Aventure sans lendemain, Moukeba, il claque la porte au niveau de la Mouka. Il est traité des... il y a un terme là, on dit aujourd'hui qui est Makila et Gangi. Je n'ai pas compris comment on peut dire Makila et Gangi. Et Moukeba est aussi engage maintenant des combats, une guerre contre Fayoulou. Sans merci. Et pourquoi ça? Puisqu'il a dénoncé ce que Fayoulou a fait, un débat d'idées, d'arguments. Et aujourd'hui, il est traité tout simplement, il est traité de Luba et il soutient son frère Luba qui est au pouvoir. Je ne comprends pas. Je suivis comme vous les débats sur l'actualité politique ici. Je sais que cette question a été débattue sur votre plateau. On a donné les éclaircissements qu'il fallait pour dire que le maître Théodore Ngoyi était tout simplement à côté de la plaque. En cherchant à ce que le Parlement puisse destituer le président de la République, ça n'existe pas, il doit le savoir maintenant, s'il l'avait oublié. Mike Moukeba a été mécontent du fait que le président Fayoulou, le président de l'ECD, Martin Fayoulou, n'ait pas consulté en amont la plateforme Lamouka, les autres leaders, bien sûr, avant de prendre position à côté de Théodore Ngoyi pour demander destitution ou mise en accusation du président Tshisekedi. Mike Moukeba a dénoncé ça. Il a dit qu'il ne pouvait pas soutenir une action qui prêterait de béquille au FCC. C'est ce que disait Mike Moukeba, parce que pour lui, destituer Tshisekedi ou le mettre en accusation ou l'investir du pouvoir fera les affaires du FCC. C'est-à-dire le FCC reviendra aux affaires via Alessine Tamomba qui est le président du Sénat. Et pour Mike Moukeba, il était hors de question que la Mouka pour lequel il est membre ou dans lequel il est membre, que la Mouka puisse servir de béquille au FCC. C'est tout ce qu'a dit Mike Moukeba. Et il a dit justement qu'il était mécontent du fait que Martin Fayoulou se comporte comme ça, sans consulter les autres. Il a aussi dit qu'il était mécontent du fait que Martin Fayoulou a saboté le combat de gens comme Mike Moukeba, comme Steve Kivota, comme Prince Epenge, pour donner une lourde mission de vulgariser l'accord ou le projet des sorties des crises, le donner à Lissanga Bonganga, qui, il y a quelques jours, était ministre sous Tshisekedi. Sous Kabila d'abord. Sous Kabila, mais Tshisekedi, bien sûr. Il était ministre de sport lorsque les léopards de basket ont gagné l'Afro-CAN. Bien sûr. Et on connaît les éloges qu'il a fait au président Tshisekedi. Et donc Mike Moukeba était mécontent du fait que ce parvenu-là, quelqu'un qui vient de l'autre camp, quelqu'un qui vient du FCC, bien sûr, parce qu'il était ministre sous Kabila, quelqu'un qui vient du FCC puisse aujourd'hui prendre de grandes responsabilités au sein de la plateforme Lamouka. Mike Moukeba n'est qu'une voix qui fait ressortir le mécontentement ou les désaccords au sein de Lamouka. Vous allez faire une petite observation. La Mouka appelle à une manifestation sur Kinshasa. Jean-Pierre Bemba fait une démonstration à Kin. Il draine de foule. À son retour, Martin Fayoulou ne félicite pas Jean-Pierre Bemba, mais Martin Fayoulou remercie le peuple congolais, selon lui, d'avoir répondu à son appel. Donc pour lui, les gens qui étaient sortis accompagner Bemba ont répondu, pas à Jean-Pierre Bemba, mais à l'appel de Martin Fayoulou. Politiquement, ça ne passe pas. Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou est arrivé, accompagné de Mouzitou. Jean-Pierre Bemba n'a pas fait les déplacements pour l'aéroport pour les accueillir. Politiquement, ça veut dire quelque chose. Il est au Congo, Moïse Katumbi n'a pas fait les déplacements, n'a pas fait non plus de gestes de soutien. Politiquement, ça veut dire quelque chose. Il y a eu un malaise au sein de la plateforme Lamouka, et ce malaise est en train de s'extérioriser maintenant. Et ça dérange. Là, nous sommes là, vous avez compris. Et ce qui nous dérange beaucoup plus, c'est lorsqu'on quitte le vrai débat pour entrer maintenant dans le tribalisme
tel soutient tel, ou bien tel s'est opposé à moi parce qu'il veut soutenir son frère Makila et Gangui. Donc c'est un peu drôle de voir les gens ramener un débat à un niveau à tribalisme, ça dérange. Non, mais c'est pathétique, c'est juste moins sérieux. On ne peut pas. On parlait tout à l'heure du président Mobutu, qui a consolidé l'unité nationale. Ici, on se rend compte que le peuple congolais, pas le peuple congolais, mais certaines personnes veulent justement insister sur la fibre tribale, et c'est pas important, c'est pas très bien. Il y a beaucoup de gens de la tribu de Mike Mukebai qui se retrouvent aux côtés de Martin Fayulu. Mike Mukebai lui-même en était la preuve éloquente. Mike Mukebai savait que Félix était devenu président et que Félix était entre guillemets Kassaïen comme lui. Il ne lui a jamais il n'a jamais fait allégeance à Félix à cause de ça. C'est pas aujourd'hui que ça va ressurgir. Il y a encore beaucoup de Kassaïens à côté de Martin Fayulu. Il y a également beaucoup de gens de la tribu je sais pas. C'est un débat qui me met mal à l'aise. C'est juste ridicule. Il faut que les gens arrêtent de réfléchir de cette façon. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission avec Ben Brian, chers compatriotes. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu bénisse la RDC. Et à très bientôt. Merci.